Donc, le site libéraux.net recense, en fait, présente plus de 90 cas, comme vous dites, d'aberrations, de mensonges et de scandales, ce qui est énorme. C'est vraiment un gros travail qui est fait bénévolement. D'où est venue l'idée de faire un projet comme ça? Les citoyens m'ont donné l'idée, en fait, parce que moi, au départ, c'était pas du tout un projet. L'article Facebook qui a été mis en ligne au mois d'avril me servait à moi, personnellement, pour argumenter dans des discussions que j'avais avec des gens sur Internet. Okay, juste Donc, pour mettre les gens en contexte, vous avez écrit un article que vous avez publié sur Facebook. exactement. Je l'ai mis en ligne, cet article-là, pour pouvoir le retrouver rapidement. C'est un outil qui me servait à faire du copier-coller dans une discussion. C'était seulement pour sauver du temps. Mais de fil en aiguille, les gens se sont mis à le partager. Puis, certains me donnaient des idées d'amélioration, comme ajouter des références actives là, sur lesquelles on pouvait cliquer. Il y en a d'autres qui me donnaient d'autres aberrations, d'autres scandales à ajouter. Fait que la liste, elle se bonifiait de plus en plus. Puis, à un moment donné, j'ai perdu le contrôle, puis c'est devenu viral sur Facebook et sur Twitter. Puis là, ben, j'ai commencé à avoir des propositions de faire des sites Internet. Puis, c'est comme ça que c'est parti. Mais moi, à la base, c'était pas du tout un projet que j'avais, là. C'était un outil d'argumentaire. C'était un argumentaire. Puis l'article Facebook, c'était pour m'éviter de toujours réécrire la même chose. Donc, je faisais un copier-coller, puis tout simplement, là. OK. Puis justement, cet argumentaire-là, il y en a beaucoup. Donc, comme on disait, il y en a plus de 90. Est-ce que vous auriez un top 10 des plus grandes aberrations? Bien, le top 10, je l'ai déjà mis dans un track. Excuse. J'ai dit un top 10 parce qu'il y avait le track. Donc, ce serait un top 3. Excuse-moi. Le top 3, écoute, ça, c'est mon avis personnel, là. Moi, mon top 1, c'est Anticosti, évidemment, parce que l'entente qui a été faite entre le gouvernement du Québec, ben, Hydro-Québec, puis les entreprises pétrolières qui sont Junex et Petrolia, elle a été tenue secret. Puis, on ne peut pas obtenir une copie de cette entente-là, même en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Fait qu'on, déjà, en partant, on se dit qu'il y a de quoi cacher. Puis, Hydro-Québec, quand ils ont fait cette entente, prétendent qu'ils ne connaissaient pas le potentiel pétrolier qu'il y avait à l'île d'Anticosti. Maintenant, on connaît, les entreprises l'ont dévoilé, c'est un potentiel qui peut aller jusqu'à 400 milliards de dollars. Donc, pour moi, ça, c'est une aberration incroyable, puis je comprends pas pourquoi les médias de masse n'en parlent pas non plus. Le deuxième, à mon avis, c'est la dette du Québec aussi, parce que ça englobe tout plein d'autres aberrations parallèles. Si on parle, bon, la dette a augmenté de 33 % sous le règne de Jean Charest. Par contre, dans ses discours, il va prétendre qu'il va hausser les tarifs pour réduire la dette et le déficit de la province. Donc, on s'attend à ce qu'on accepte les hausses de tarifs sous condition que la dette diminue, mais c'est l'inverse. Évidemment, il y a eu la crise économique qui a eu un impact là-dedans, mais ça n'explique pas tout. Puis, parce qu'en fait, la dette, elle a augmenté, comme j'ai bien lu votre site, la dette, elle a augmenté de 33 % en 9 ans, donc depuis les 9 dernières années que le gouvernement Charest est là. Exactement. Puis, ce qui est inclus dans la dette aussi, un élément qui est hyper important, c'est le passif environnemental de la province. On entend par passif environnemental, ça concerne en fait spécifiquement les terrains qui sont contaminés au Québec, principalement par l'industrie minière, dont c'est le gouvernement du Québec qui a la charge de décontaminer. Donc, on fixe un coût de décontamination, puis au lieu d'investir dans la décontamination, on prend le montant total et on l'inclut dans la dette du Québec. Donc, ce passif environnemental-là, lié à la contamination des sols par l'industrie minière, a fait bondir le passif de 400 millions de dollars en 2006 à environ 3,6 milliards en 2011. Donc, ce 3,6 milliards-là, on le prend et on l'ajoute à la dette du Québec en espérant qu'un jour, on va investir pour décontaminer les sols. OK. Donc, c'est comme une dette dormante, finalement.
Exactement. En fait, c'est une dette que tous les contribuables québécois vont être obligés de payer, si on veut, pour de la contamination qui a été faite par de l'industrie privée. C'est ce qui est le plus aberrant aussi. Non, vraiment. Puis, quelle serait la troisième position du top 3? La troisième, ben, la Caisse de dépôt. Mais la Caisse de dépôt, c'est un scandale qui est lié en partie à la crise économique. Par contre, ils ont été avisés des risques qu'ils prenaient, puis ils ont continué à investir dans des milieux à risque, ce qui a favorisé, si on veut, la perte du 40 milliards de dollars que la Caisse de dépôt a engendré durant la crise économique. Mais il y a aussi l'adoption d'une loi qui donnait plus de contrôle au gouvernement, plus de mainmise, si on veut, sur la Caisse de dépôt. Donc, ils ont changé l'objectif. Ça, c'est très important. Ils vont maintenant investir dans des industries à l'étranger, puis dans des intérêts que les Québécois veulent pas nécessairement, dont les gaz bitumineux, les gaz de schiste, qui sont des dossiers complètement encore sous la loupe, si on veut, mais la Caisse de dépôt investit l'argent dans ces entreprises-là, quand même. Pour bien comprendre, quand vous dites qu'ils ont changé la loi pour donner plus de pouvoir au gouvernement, c'est ce qui veut dire que les erreurs qui ont été créées par la Caisse de dépôt, le gouvernement est au courant, contrairement à ce qui faisait croire à la population. Moi, en fait, je pourrais pas vraiment m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas le moment exact où la loi a été adoptée. Par contre, je sais pertinemment que c'est Jean Charest qui l'a fait passer. Donc, avant, la Caisse de dépôt était complètement autonome du gouvernement. Maintenant, on sait que le gouvernement peut s'insérer dans les décisions qui sont prises par la Caisse de dépôt. Puis, il ne faut pas oublier non plus que Henri-Paul Rousseau, l'ancien président de la Caisse de dépôt, investissait, lui et la Caisse, dans des entreprises de Paul Desmarais. Ça, c'est excessivement important. Ils ont investi plusieurs millions de dollars dans des entreprises de Paul Desmarais. Et quand Henri-Paul Rousseau a quitté son poste, il a été engagé par Power Corporation. Donc, on vous donne des cadeaux, on vous donne un emploi en échange et on peut soupçonner beaucoup comment on peut expliquer ça, de ramifications politiques. Paul Desmarais est un peu partout, notamment dans la Caisse de dépôt du Québec. Donc, votre site est très populaire. Il y a plus de 300 000 personnes qui l'ont visité. On est en pleine période électorale. Selon vous, quel impact peut avoir un site comme libéraux.net sur la participation politique des citoyens et des citoyennes? Globalement, je ne sais pas parce que moi, je le vis pas de l'extérieur. T'sais, moi, je fais mon travail puis je suis plus ou moins au courant de ce que les gens font avec le site. Par contre, j'ai des exemples de citoyens qui ont pris, si on veut, le site comme une base pour développer des projets parallèles, comme de l'affichage sur des balcons, des pancartes. Bref, je ne sais pas exactement jusqu'à quel point ça a un impact, mais je sais que les gens se retrouvent dans ce site-là. Ils se l'approprient, puis ils en font leur, puis ils l'utilisent. Ça les aide beaucoup à argumenter aussi dans une discussion. Il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour simplement couper une conversation, puis dire « Va lire ce site-là, puis on en parlera après ». Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'utiliser les informations pour convaincre les gens de ne pas voter libéral aux prochaines élections. Ça fonctionne. Moi, j'ai des personnes qui avaient pour l'intention, en fait, de voter pour Jean Charest qui ont changé d'avis. Ils se demandent encore pour qui voter parce que quand tu es un fédéraliste, disons que les options sont assez limitées. Par contre, au niveau de la mobilisation citoyenne, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui gravitent autour du site, mais de faire des liens entre ces personnes-là, c'est diffus dans le temps, dans l'espace. J'ai aucune idée à quelle ampleur ça a pris au niveau de la mobilisation citoyenne, mais je sais que ça a un impact, mais un impact qui n'est pas encore mesurable. On verra le jour des élections. Okay. Donc... Donc, il y a une mobilisation qui est difficile à calculer. Par contre, vous devez avoir des détracteurs, j'imagine, chez les libéraux et leurs amis. Est-ce que vous avez eu des vents des actions ou est-ce que vous avez eu des courriels de leur part? Est-ce que vous avez eu des réactions?
J'en ai eu, évidemment, mais si je compare les réactions négatives par rapport aux réactions positives, je dirais que c'est 1/1000, les réactions négatives. Les libéraux ou les militants libéraux, ils se tiennent à l'écart. Ils sont rares ceux qui osent s'exprimer. Par contre, ceux qui le font leur argument, ça va être c'est un ramassis de mensonges, vous faites dans les scénarios catastrophes, c'est de la propagande péquiste. Ça, c'est leur argument préféré, ça. C'est d'essayer d'associer le site au Parti québécois quand c'est complètement faux. Il y a des militants de tous les autres partis qui ont participé à ça, et puis ça, j'ai les preuves, je pourrais le faire, même ces gens-là pourraient en témoigner. Donc, en général, c'est ça. Les fédéralistes, il y en a beaucoup qui vont m'écrire que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'apporte pas de solution. Mais on peut pas tout faire en même temps. En ce moment, on est à l'étape de la transparence, puis d'essayer de convaincre les gens, d'informer les gens sur l'ampleur du problème. Un coup que cette étape-là va être franchise, là, on va pouvoir commencer à essayer de voir avec les gens qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Évidemment, il y en a. Et la transparence, via la pression populaire, je pense que c'est un outil qui est indispensable actuellement. On a donné trop longtemps carte blanche aux partis politiques. On s'est complètement dissocié de la politique comme citoyens. Maintenant, les partis politiques vont devoir conjuguer, si on veut, avec cette nouvelle vague-là de citoyens qui désirent la transparence puis qui vont s'arranger pour qu'elle soit là en tout temps. Donc. Parce que justement, vous parlez de cette nouvelle vague de citoyens-là qui veulent la transparence. Je pense que quand il y a eu la problématique avec le directeur général des élections, pour ceux qui ne sauraient pas, qui a voulu, à un moment donné, qui a pensé à fermer le site parce qu'il considérait que c'était... Oui, non, c'est ça, parce qu'ils considéraient que c'était une dépense électorale en faveur du Parti libéral. Comme vous faites les choses le site de façon bénévole, ils ont abandonné l'idée de fermer le site. Sauf que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une grande mobilisation citoyenne qui ont voulu empêcher la fermeture de ce site-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de toute la communauté des gens qui gravitent autour du site, notamment en lien avec le quiz qui vient de s'ajouter sur le site et la liste des comtés chauds? En fait... la communauté, comme j'aime l'appeler, parce que c'est vraiment ça, libéraux.net, découle de la participation citoyenne. Moi, j'aurais jamais été en mesure de faire un tel travail si j'avais été seule chez nous dans un aussi court laps de temps. Quand il y a eu l'histoire avec le DGE, ça m'a moi-même étonnée. J'ai été la première surprise. Je savais que j'avais de l'appui, mais jamais jusqu'à ce point-là. Je pense même que la mobilisation citoyenne suite aux menaces du DGE a eu l'impact. C'est grâce à eux si le DGE a reculé. Parce qu'on a vu des centaines de sites, de copies du site faire surface au cas où libéraux.net serait censuré. Donc, le DGE ne pouvait pas faire abstraction de ça. On ferme un site pour qu'il y en ait 200 qui apparaissent. Du coup, ça ne donnait plus vraiment d'importance à la plainte. Beaucoup de citoyens ont fait des plaintes téléphoniques, écrites, sur les réseaux sociaux. Ça a été intense. Le sujet, ça a été un sujet chaud pendant un 24 à 48 heures. Moi, je devais un peu me tenir à l'écart de ça tant que les discussions avec le DGE n'étaient pas terminées. Mais ça m'étonnait de voir ça, comment les gens s'impliquaient, puis comment les gens prenaient le sujet à cœur, puis comment ils tenaient au site. C'est une des raisons. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce site-là, ils le savent que ça a été fait bénévolement. Puis qui ont participé. Les tracts, les traductions, le quiz dont vous parliez, c'est absolument pas mes idées à moi. C'est des gens qui se proposent de le faire. Moi, en autant que ça rencontre l'éthique puis la méthodologie du site, de la façon que le site a été construit, mais j'embarque dans le projet ou je refuse. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, les deux garçons qui m'ont proposé le quiz, on a eu des discussions, mais l'idée, elle venait pas de moi. Là. Ils me l'ont proposé, la plateforme était déjà montée. Donc, moi, j'ai simplement participé, j'ai commenté, puis j'ai participé à l'élaboration du questionnaire, mais sans plus. Okay, parce que vous parlez d'une éthique et d'une méthodologie. C'est quoi les grandes lignes de cette éthique-là?
Mais en fait, il faut que les sujets aient été traités par les médias traditionnels, idéalement par les trois plus grands. On attend La Presse, Le Devoir et TVA. Évidemment, dans certains cas, c'est pas possible, mais bon, ça, c'est le critère premier. Mais pourquoi? Ben, pour pas inventer rien. On fait pas dans les enquêtes. Nous, on présente des faits. Parfois, on fait des liens entre des faits qui n'ont pas été nécessairement médiatisés, comme dans le cas d'Anticosti. Par contre, tous les faits ont été médiatisés, puis on laisse le soin aux lecteurs de juger par eux-mêmes les liens qu'on peut faire entre les différents faits. Bon. Sinon, c'est de garder une certaine nature impartiale. Bon, on s'entend que ça vise les libéraux, là, mais je veux dire, on ridiculise pas personne. Il n'y a pas de caricature de Jean Charest. On ridiculise pas non plus les citoyens qui appuient Jean Charest. Il faut que ce soit sobre dans le graphisme. Il faut que ce soit sobre aussi. Il faut éviter les opinions dans les textes. Bon, en général, c'est ça, là. Fait que ça, les projets qui me sont proposés, si ça rencontre ces critères-là, mais habituellement, j'embarque dans le projet. Donc, voilà. Puis le site aussi, c'est un site du domaine public qui est libre de droit. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu c'est quoi le concept? Ben, en fait, c'est une licence qui est très simple. C'est que le contenu peut être utilisé par tout le monde sans restriction. On peut l'utiliser tel quel, on peut le modifier en autant que le message demeure le même. Puis, la seule condition dans une licence du domaine public et libre de droit, c'est que les gens qui vont utiliser mon matériel doivent respecter la même licence que moi. Donc, évidemment, exemple, ils peuvent pas faire une copie de mon site, modifier le graphisme, puis ensuite mettre un copyright dessus. Donc, le contenu, peu importe qu'on le reprenne ou qu'on le modifie, il faut qu'il demeure du domaine public pour qu'il puisse se propager au maximum par le plus de personnes possible, en fait. OK. Le site, c'est clairement un site pour inviter les gens à s'informer sur les frasques du Parti libéral, mais c'est aussi un site pour inviter les gens, évidemment, à voter contre le Parti libéral. Donc là, on est en pleine campagne électorale. Une fois que la campagne électorale va avoir eu lieu, c'est quoi l'avenir du site de libéraux.net? Ça va dépendre des résultats de l'élection. Moi, il va rester en ligne parce que ce soit que le Parti libéral gagne ou perde les élections, le 4 septembre n'en demeure pas moins que leur bilan, il est là, puis il faut le conserver à l'esprit parce qu'on risque fortement d'avoir un gouvernement minoritaire. Donc, dans 2 ans, si Jean Charest débarque le 4 septembre, on risque de le revoir au pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Puis, c'est aussi pour donner l'exemple au prochain parti qui va prendre le pouvoir si les libéraux perdent. C'est qu'on les garde à l'œil. Le temps où on donnait carte blanche aux partis politiques, c'est terminé. C'est le message qu'on veut lancer. Donc, le travail va être fait. On a couvert, en gros, les 9 années du règne de Jean Charest. Mais on va faire la même chose si c'est un autre parti politique qui va prendre le pouvoir. Okay, donc, on risque de voir péquiste.net ou un caquiste.net ou peut-être québecsolidaire.net. Ou optionnationale.net. Oui, effectivement, c'est à armes égales. Tous les partis doivent avoir la même impression que la transparence par les citoyens s'applique à eux aussi. Puis je pense que ça peut avoir un impact aussi sur le comportement des militants et sur le comportement des partis politiques en général. De savoir déjà que tu es surveillé par la population, je crois que ça peut avoir un impact sur les décisions qui vont être prises à l'interne. Puis, est-ce que je magouille ou je magouille pas, étant donné que je sais que je peux me faire taper dessus par les citoyens? Ça, c'est nécessaire, que ce soit pour le Parti libéral, le Parti québécois, la CAQ, pour tous les partis. Il faut que le citoyen se mobilise puis qu'il garde son gouvernement à l'œil, tout simplement. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi.